Ok, on démarre nos critères de profitabilité avec nos 3 premières colonnes sur le ROS. C'est le Return on Capital Employed, en français le retour sur capitaux employés. C'est un ratio qui nous montre si une entreprise est capable de bien utiliser son capital afin de générer des profits. Alors il existe beaucoup de ratios pour mesurer le retour sur investissement d'une entreprise. On peut utiliser le ROE, le ROA, le ROIC, mais pour moi, le ROS reste le meilleur d'entre eux puisqu'il va prendre en compte à la fois le capital qui va provenir des actionnaires que l'entreprise a obtenu en levant des fonds ou en émettant des actions, mais le ROS va également prendre en compte le capital qui va provenir des créanciers que l'entreprise a obtenu en s'endettant ou en émettant des obligations. Quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une part du capital de l'entreprise. Il est donc important de savoir si l'entreprise fait bon usage de ce capital et c'est exactement ce que va mesurer le ROS. Concrètement, on calcule le ROS en divisant le BIT, les bénéfices avant les intérêts et les taxes, par le capital employé. C'est le total des actifs de l'entreprise moins le total de ses passifs à court terme. Par exemple, en 2023, vous voyez que Microsoft, en utilisant 288 milliards de capital, est parvenu à générer 91 milliards de dollars de bénéfices. 91 divisé par 288, cela lui donne donc un ROS de 31,61%. Et c'est ce chiffre-là que vous retrouverez arrondi au supérieur en colonne J de notre fichier sheet. 32%, c'est évidemment excellent, hein. Il faut imaginer une machine qui vous a coûté 100 € et qui vous rapporte 32 € chaque année. À cette vitesse-là, il n'y a pas besoin d'être un génie en maths pour comprendre que vous allez pouvoir rapidement récupérer votre capital de départ. Et cela même dans le cas où vous avez dû peut-être faire financer ce capital de départ. Vous êtes peut-être allé emprunter ces 100 € à la banque pour acheter cette machine qui vous rapporte 32% de ROS. Par exemple, si vous avez emprunté ces 100 € à 5% par an dans une banque, mais qu'avec ces 100 € vous obtenez cette fameuse machine qui vous permet de faire 32% par an, 32% moins 5%, évidemment, vous êtes encore bien gagnant. C'est exactement ce que font les entreprises en bourse. Elles vont aller chercher du capital en émettant des actions ou des dettes et vont ensuite faire travailler ce capital dans leur business avec l'objectif que celui-ci leur génère plus que ce qu'il leur a coûté à obtenir. Alors on peut estimer le coût du capital d'une entreprise en regardant son WACC, Weighted Average Cost of Capital, mais il sera toujours difficile de calculer précisément le coût du capital d'une entreprise, notamment car la partie du financement par les actions est un calcul assez complexe. Ce calcul va dépendre de beaucoup de paramètres qui sont souvent inconnus à l'avance, l'évolution des taux directeurs, la volatilité future de l'action, la prime de risque, etc. Par sécurité, on va donc chercher des entreprises qui sont capables de générer le ROS le plus élevé possible. Comme ça, on aura de la marge si jamais les coûts du capital de l'entreprise venaient à augmenter dans le temps. Étant donné que le ROS mesure la capacité qu'a l'entreprise à créer de la valeur pour ses actionnaires via son capital, c'est selon moi un des critères les plus importants à suivre. En plus du ROS de cette année en colonne J, vous retrouverez aussi le ROS médian des 5 dernières années en colonne K et le ROS médian des 10 dernières années en colonne L. Mettre ces 3 données nous permet de donner plus de poids au ROS dans le barème, mais également de suivre son évolution dans le temps. Est-ce que celui-ci s'améliore avec les années ou au contraire, est-ce qu'il se détériore? La médiane de ROS sur 10 ans de nos 600 entreprises est de 10%. Donc moins de 10%, ça va être rouge, entre 10 et 20% bleu, et on va viser un ROS supérieur à 20% vert. Ok, on continue avec les 3 autres critères importants pour mesurer la profitabilité d'une entreprise, les marges brutes, les marges opérationnelles et le pourcentage de dépenses en CAPEX. Commençons avec les marges brutes et opérationnelles. Lorsqu'une entreprise fait 100 € de vente, elle ne va évidemment pas garder les 100 € dans sa poche, hein. Elle va avoir des frais à payer. La marge brute, c'est ce qu'il reste à l'entreprise une fois qu'elle a payé ses coûts de production. Et la marge opérationnelle, c'est ce qu'il lui reste une fois qu'elle a payé à la fois ses coûts de production et ses coûts opérationnels. Ce graphique disponible sur GuruFocus illustre bien le fonctionnement. Ici, on est sur l'Income Statement, le compte de résultats d'Apple en 2022. Vous voyez que sur cette année, l'entreprise est parvenue à générer 394 milliards de dollars de ventes via 5 segments différents: iPhone, services, accessoires, Mac et iPad. Avant d'arriver à son bénéfice comptable final, le net income qui est de 99 milliards, vous voyez que l'entreprise a dû payer 4 grands types de frais: les coûts produits, les coûts opérationnels, les frais d'intérêt et enfin les impôts. Commençons avec les coûts produits. Ce sont tous les frais qui sont liés directement à la fabrication des produits,
Dedans, on va retrouver par exemple le prix des matières premières, les loyers des usines ou encore les salaires des ouvriers. Ici, vous voyez que c'est vraiment le plus gros poste de dépenses pour Apple, 224 milliards de dollars. Donc 394 milliards de ventes divisé par 224 milliards de coûts de production, ces marges brutes en 2022 sont de 43%. Une fois qu'on a pris en compte ces coûts liés à la production, il va maintenant falloir prendre en compte les coûts liés aux opérations. On voit qu'Apple a également dû débourser 51 milliards en dépenses opérationnelles, 25 milliards en SG&A et 26 en R&D. Alors la SG&A, ce sont les frais ventes généraux et administratifs. Voilà, ce sont tous les coûts qui vont permettre à l'entreprise de fonctionner en dehors de la fabrication de ses produits. Dedans, on va retrouver par exemple les assurances, la publicité, la logistique ou encore le salaire des cadres. Pour la R&D, vous devez connaître, c'est la fameuse recherche et développement. Ce sont des dépenses qui vont permettre à l'entreprise de se développer dans le futur. Études de marché, tests en laboratoire, conception de prototypes, etc. Au final, on a donc 394 milliards de ventes, moins 224 milliards de dépenses en production et moins 51 milliards en dépenses opérationnelles. Il reste donc à Apple 119 milliards de dollars. 119 divisé par 394, ces marges opérationnelles en 2022 ont été de 30%. On pourrait évidemment continuer comme ça et aller calculer les marges avant impôt et les marges nettes de l'entreprise. Mais ces deux marges-là sont quand même moins intéressantes que les deux premières car l'entreprise a moins de contrôle dessus. Les frais d'intérêt que vont payer les entreprises vont principalement dépendre des taux directeurs fixés par les banques centrales et les montants d'impôts que vont payer les entreprises vont principalement dépendre de la politique du pays dans lequel l'entreprise va déclarer ses bénéfices. On va donc plutôt se concentrer sur les marges brutes et les marges opérationnelles qui sont les deux types de marges sur lesquelles l'entreprise a le plus de contrôle. Généralement, plus ces marges-là seront élevées et plus ça sera intéressant. Cela indiquera que sur 100 € de vente, l'entreprise est capable de garder plus de pourcentage pour elle que ses concurrents, ce qui est évidemment un signe important d'avantage compétitif. Avoir de fortes marges peut également permettre à l'entreprise de rester profitable, même en cas de ralentissement sur ses ventes ou d'inflation sur ses coûts de production. À nouveau, plutôt que de juste utiliser les marges brutes et opérationnelles de cette année fiscale, on va utiliser le screener de GoroFocus pour obtenir la médiane sur les 10 dernières années. En termes de marge brute, la médiane sur 10 ans de nos entreprises est à 40%, donc moins de 30% ça va être rouge, entre 30 et 50% bleu, et on va viser des marges brutes supérieures à 50% vert. Pour les marges opérationnelles, la médiane à 10 ans est à 17%, donc moins de 10% rouge, entre 10 et 20% bleu, et on va aller viser des marges opérationnelles supérieures à 20% vert. Ok, il ne nous reste maintenant plus qu'à parler des dépenses en CAPEX. Accrochez-vous, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Avec les marges, on a parlé des dépenses opérationnelles. C'est ce que les Anglais appellent l'OPEX, les Operating Expenses. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des dépenses en CAPEX, Capital Expenditure, en français des dépenses d'investissement ou des dépenses immobilisées. Ce sont des dépenses que l'entreprise va faire pour acquérir, améliorer ou entretenir son capital existant. Alors cela peut être tangible, rénovation dans une usine, achat d'une flotte de véhicules, investissement dans de l'infrastructure, mais cela peut également être des dépenses intangibles, acquisition d'une propriété intellectuelle, comme une marque par exemple, renouvellement d'un brevet, rachat d'une liste de clients à un concurrent, etc. La différence qu'il faut bien saisir, c'est que l'OPEX, ce sont des dépenses court terme. Ce sont des biens et des services qui ne bénéficieront généralement à l'entreprise que sur cette année. Les salaires par exemple. Alors que le CAPEX, ce sont des dépenses long terme. Ce sont des biens qui vont garder une certaine valeur dans le temps et dont l'entreprise devrait normalement pouvoir bénéficier sur plusieurs années. Ces dépenses en CAPEX ne vont donc pas être directement ajoutées au compte du résultat, elles vont au contraire rentrer au bilan de l'entreprise, puis être amorties sur plusieurs années en fonction de leur niveau de dépréciation. Et ce sont uniquement ces montants de dépréciation-là qu'on retrouvera dans le compte de résultat, généralement au niveau des dépenses opérationnelles. Là, on voit qu'il y a quand même rapidement un problème avec ce système. L'entreprise peut dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui, mais que ça ne se voit finalement que des années plus tard sur son compte de résultat. C'est comme si vous, de votre côté, vous achetiez 3 voitures, mais que vous vous disiez « non, je ne vais pas les compter dans mes dépenses car ces 3 voitures ont encore de la valeur ». C'est vrai, elles ont encore de la valeur et une manière comptable de procéder de manière personnelle, ça serait par exemple de les faire rentrer dans votre patrimoine, les faire estimer chaque année
et en fonction de l'argent qu'elles ont perdu, venir ensuite le déduire de vos dépenses courantes. Mais vous voyez bien le problème de ce système-là, c'est que quand vous avez acheté ces 3 voitures, il y a concrètement de l'argent qui est sorti de votre compte en banque. Et ça, on l'ignore complètement dans le compte de résultat. C'est vraiment la différence entre le mouvement, le flux monétaire de l'argent et la valeur comptable. Et encore, j'ai pris un exemple simple. Une voiture est un actif tangible qu'il est assez facile d'estimer. Là où ça va vraiment se compliquer pour les entreprises, c'est au niveau de leurs actifs intangibles. Comment estimer la valeur de la recette du Coca-Cola ou de la technologie Face ID d'Apple, par exemple? On le voit, c'est assez subjectif et il serait donc assez facile pour un comptable de faire un petit peu gonfler la valeur de ces actifs intangibles afin de faire apparaître l'entreprise plus profitable qu'elle ne l'est réellement. L'entreprise pourrait également manquer de trésorerie, mais à nouveau, ça ne se verrait pas sur le bilan comptable puisque toutes les dépenses vont pouvoir être amorties. Si par exemple, cette année, j'ai dépensé 10 000 € d'essence dans mes 3 voitures, mais qu'à côté de ça, je considère que cette année, ma marque vaut 10 000 € de plus, eh bien, comptablement parlant, je n'ai rien perdu cette année. Bon, heureusement, il existe un autre rapport qu'on va pouvoir consulter sur les entreprises et qui va venir en partie gommer ce défaut qu'a le compte de résultat. C'est les flux de trésorerie, le cash flow statement en anglais. Celui-ci va nous montrer sur une période donnée l'argent qui est concrètement rentré et sorti des comptes d'une entreprise. Évidemment, il va être un peu plus fluctuant que le compte de résultat, notamment si l'entreprise a vendu ou acheté un actif important cette année. Mais l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus réaliste et moins manipulable que le compte de résultat, puisqu'on va enlever toutes les dépenses comptables non monétaires. Les amortissements, les provisions, le goodwill, et on va aller regarder réellement ce qui est rentré et sorti des caisses de l'entreprise. De retour sur GoroFocus, voici à quoi ressemble le cash flow statement, le flux de trésorerie d'Apple. En vert, c'est l'argent qui est rentré. En rouge, c'est l'argent qui est sorti. Vous voyez que le rapport se divise en 3 parties. Tout en haut, on va avoir les activités opérationnelles. Au milieu, on va avoir les activités d'investissement. Et en bas, les activités de financement. Les 2 parties du bas expliquent comment l'entreprise investit et se finance. Il y a bien des flux sortants, mais souvent, ce sont des flux qui vont nous bénéficier à nous, les actionnaires. Par exemple, on voit ici qu'Apple a racheté 89 milliards de dollars d'actions et a dépensé 15 milliards de dollars pour verser son dividende. Donc, ce sont des dépenses pour l'entreprise, mais on est content qu'elle les fasse. Ce qui va donc surtout nous intéresser, c'est la partie du haut, les activités opérationnelles. Combien l'entreprise est parvenue à générer d'argent via ces opérations? On a la réponse juste ici. Cash flow opérationnel, 122 milliards de dollars. Il ne nous reste plus qu'à enlever les dépenses en CAPEX de 11 milliards et on arrive sur les fameux free cash flow, 111 milliards. Alors on parlera mieux des free cash flow dans la prochaine vidéo. Ce qui va nous intéresser pour l'instant ici, c'est de noter le pourcentage que représente le CAPEX par rapport au montant de cash flow opérationnel qu'a généré l'entreprise. Pour Apple, 11 divisé par 122, on est à 9% de dépenses en CAPEX. Ce pourcentage est intéressant à noter car il indique si l'entreprise a besoin de beaucoup dépenser dans l'entretien de ses différents actifs pour continuer à opérer. Généralement, plus ce pourcentage sera faible et plus ça sera intéressant car ça indiquera que l'entreprise est capable de générer beaucoup de cash avec très peu d'actifs à entretenir, très peu de dépenses en CAPEX. Comme d'habitude, pour avoir un certain recul, on va indiquer la médiane de ce pourcentage-là sur les 10 dernières années. Nos 600 entreprises dépensent en moyenne 31% de leur cash flow opérationnel en CAPEX. Donc 40% au moins, ça va être rouge, entre 20 et 40% bleu, et on va viser 20% ou moins de dépenses en CAPEX vert. Ok, voilà les amis, on en a terminé avec nos 4 critères sur la profitabilité. J'espère que c'était pas trop compliqué et que je vous ai bien expliqué un petit peu la différence qu'il existait entre le compte de résultat et les flux de trésorerie. Je vous donne maintenant rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va s'intéresser à nos critères de croissance des ventes, des free cash flow et du dividende.